On l'a jetée à la rue avec des enfants en bas âge, sous la pluie et les cris, comme si elle portait la peste. Elle marchait sur la route sombre, tandis que les phares des camions la projetaient presque dans le fossé à chaque virage. Les enfants pleuraient de froid et de faim, leurs pieds nus s'enfonçant dans la boue. Lorsqu'elle frappa à cette vieille porte, elle ne cherchait qu'un coin sec, mais celui qui ouvrit cachait plus que de la solitude, et le pire restait à venir. Le bruit du fer contre le fer résonna plus fort que n'importe quel tonnerre cette nuit-là. Ce fut un coup sec, définitif et métallique, qui brisa la vie d'Elena en deux morceaux irréconciliables. Don Rogelio, son père, n'attendit pas de voir si elle avait un endroit où s'abriter, ni si elle portait assez de vêtements chauds pour l'enfant. Il poussa simplement le lourd battant du portail, avec la même indifférence que celle avec laquelle on écarte un animal malade qui ne sert plus au travail à la ferme. Il n'y eut pas de dernier conseil, ni un regard de regret, juste le dos large et rigide d'un homme qui valorisait plus le, qu'en dira-t-on, des associés du club d'éleveurs que le sang qui coulait dans les veines de sa propre fille. Elena resta plantée là, sentant la vibration de la porte claquer, remontée par les semelles usées de ses chaussures, comprenant à cet instant que le nom de famille qu'elle avait porté avec fierté pendant 22 ans ne lui appartenait plus, qu'il avait été effacé d'un trait de plume pour le péché impardonnable d'avoir aimé avec ingénuité et d'en avoir assumé seul la conséquence. Derrière les fenêtres éclairées de la grande maison, un rideau de dentelle bougea. Un geste timide et lâche qu'Elena reconnut immédiatement comme l'adieu muet de sa mère. Doña Mathilde, une femme consumée par des décennies d'obéissance aveugle et de silences obligés, n'eut pas le courage de sortir défendre sa fille, préférant étouffer ses pleurs dans un mouchoir plutôt que de contredire la volonté du patriarche. Ses frères, Roberto et Luis, ne se montrèrent même pas. Ils étaient probablement dans le salon, le regard fixé au sol, ou en train de se servir un verre, complices muets de cette barbarie familiale, convaincus par la rhétorique du père que l'expulsion de la honte était nécessaire pour maintenir l'honneur du nom de famille propre. Cette trahison fit plus mal que le froid qui commençait à pénétrer les os. Car Elena comprit que l'amour familial dans cette maison avait des conditions, et elle venait de rompre la clause la plus importante, celle de l'apparence parfaite. Elle marcha vers la route fédérale avec le petit Lucas serré contre sa poitrine, le protégeant avec le châle bleu qui était la seule chose douce qu'il lui restait au monde. Le gravier du chemin vicinal craquait sous ses pas, un son âpre qui marquait le rythme de son exil, l'éloignant mètre après mètre de la seule sécurité qu'elle avait connue. Elle n'avait pas d'argent en poche, à peine quelques pièces de monnaie qu'elle avait réussi à récupérer sur sa table de nuit avant que son père ne fasse irruption dans la chambre en criant et en jetant ses affaires dans le couloir. La valise qu'elle portait de l'autre main pesait comme si elle contenait des pierres, mais pas à cause des vêtements, mais à cause de la charge émotionnelle des souvenirs qu'elle laissait derrière elle. Son enfance courant dans les champs de maïs, les fêtes patronales, la fausse sensation d'appartenance qui s'effondrait maintenant face à l'immensité sombre du désert de Chihuahua qui s'ouvrait devant elle comme une bouche affamée. La route était une cicatrice grise qui coupait le néant, éclairée seulement par les éclairs lointains qui promettaient une tempête imminente, de celles qui, dans le nord, font chuter la température en quelques minutes et transforment la terre sèche en boue traîtresse. Elena savait que marcher sur le bas-côté à ces heures-là était une condamnation dangereuse. On racontait des histoires terribles de femmes seules qui disparaissaient sur ces tronçons, avalées par la nuit, ou par des hommes sans âme
qui patrouillaient sur les routes à la recherche de proies faciles. Cependant, la peur de l'inconnu pâlissait face à l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle préférait affronter les coyotes ou les fantômes de la route plutôt que de revoir le regard de dégoût de son père. Lucas s'agita entre ses bras, laissant échapper un léger gémissement, ignorant qu'il venait de perdre son héritage et son foyer, ignorant que son grand-père l'avait traité de bâtard il y avait moins d'une heure. Le premier camion de fret passa à toute vitesse environ 20 minutes plus tard. Un monstre d'acier et de lumière qui souleva une rafale de vent violente et un rideau de poussière qui frappa Elena au visage. Le conducteur ne ralentit même pas. Pour lui, elle n'était qu'une ombre au bord du chemin, un paquet insignifiant qui ne valait pas la peine d'être regardé. Elena dut s'accroupir et tourner le dos à la route pour protéger le bébé du coup de vent, sentant le gravier piquer ses jambes nues. Ce moment de vulnérabilité absolue, agenouillée sur la terre, tandis que le rugissement du moteur s'éloignait, lui fit ressentir la solitude la plus profonde qu'un être humain puisse éprouver. La certitude que si elle mourait là même, écrasée ou gelée, le monde continuerait de tourner sans s'arrêter une seule seconde pour déplorer son absence. Il commença à pleuvoir, d'abord de grosses gouttes espacées qui soulevaient une odeur de terre mouillée, puis, sans prévenir, le ciel se brisa en un rideau d'eau glacée qui trempa ses vêtements en quelques secondes. La robe de coton bon marché lui colla au corps, et le froid se transforma en une douleur physique, un pincement constant dans les épaules et dans les mains qui tenaient la valise. Elena essaya de mieux couvrir Lucas, utilisant son propre corps comme bouclier humain, courbant le dos pour créer une petite grotte de chaleur. Mais l'eau ruisselait sur ses cheveux et s'insinuait dans son cou, lui rappelant que la nature n'a pas de pitié pour les démunis. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, chaude et salée, effaçant le maquillage coulé et lui donnant l'aspect d'une apparition spectrale qui erre sans but, cherchant la rédemption. Tandis qu'elle avançait, les souvenirs de la discussion finale lui martelaient la tête, se répétant dans une boucle douloureuse qu'elle ne pouvait faire taire. Elle se rappelait la voix de son père, résonnant sur les murs d'adobe. « Ici, on n'entretient pas les erreurs. Elena, si tu as eu la maturité d'ouvrir les jambes, et la maturité de déguerpir et de chercher qui t'entretienne. » Ces mots étaient du pur venin, conçus pour détruire son estime de soi et la faire se sentir sale, indigne. Le pire était qu'au fond de son désespoir, une petite partie d'elle, cette partie brisée et conditionnée par des années d'éducation stricte, commençait à croire qu'il avait peut-être raison, qu'elle méritait peut-être ce châtiment biblique pour avoir fait confiance aux promesses d'un homme qui était parti de l'autre côté de la frontière dès qu'il avait appris la grossesse. La culpabilité était un poids supplémentaire qu'elle portait sur le dos, plus lourd que la valise mouillée. Ses jambes commencèrent à flancher après la 2e heure de marche. Les chaussures n'étaient pas adaptées au terrain irrégulier et elle sentait les ampoules éclater, envoyant des signaux de douleur aiguë à chaque pas. Lucas commença à pleurer, un pleur rauque et désespéré, mélange de faim et de froid, qui coupait le silence de la nuit comme un couteau. Elena essaya de lui chanter une berceuse, mais sa voix sortit brisée, un murmure tremblant qui se perdait dans le fracas de la pluie. « Ça va, mon amour, on va bientôt arriver. » Elle lui mentait, car elle ne savait pas où ils allaient. Elle ne savait pas s'il y avait quelque chose plus loin, ou seulement des kilomètres et des kilomètres de désert et d'obscurité. Le désespoir commença à se transformer en une panique sourde. L'idée que cette nuit
serait peut-être la dernière pour tous les deux, qu'ils se réveilleraient, comme une nouvelle tragique dans les journaux locaux, deux corps anonymes au bord de la fédérale. Soudain, un éclat lointain brisa la monotonie noire de l'horizon. Ce n'étaient pas les phares d'une voiture, mais une lumière statique, jaunâtre et faible, qui clignotait au rythme d'une connexion électrique défaillante. On aurait dit un phare au milieu de l'océan de broussailles, une promesse de civilisation, ou du moins d'un refuge temporaire. Helena plissa les yeux pour mieux voir à travers le rideau d'eau, et distingua la silhouette floue d'une structure couverte. Elle ne savait pas ce que c'était. Cela pouvait être un poste de surveillance abandonné, un stand de nourriture fermé, ou un piège. Mais l'instinct de survie lui cria qu'elle devait arriver jusque-là. Elle accéléra le pas, ignorant l'ardeur dans ses pieds et le poids mort de ses bras, mue uniquement par le besoin primitif de mettre son fils sous un toit, n'importe quel toit, avant que le froid ne lui vole son souffle. En s'approchant, la structure prit forme sous la lumière intermittente. C'était une vieille station-service, de celles qui avaient été oubliées lors de la construction de la nouvelle autoroute, avec des pompes rouillées et couvertes de plantes grimpantes sèches. À côté des pompes, il y avait un petit atelier mécanique avec un toit en tôle, et d'une fenêtre latérale sortait cette lumière salvatrice. Helena s'arrêta un moment devant la porte en métal dépeinte, sentant son cœur frapper ses côtes. Elle était à la merci de quiconque vivait là. Cela pouvait être un assassin, un fou, ou simplement un homme qui ne voulait pas des problèmes des autres. Mais alors Lucas toussa, un son sec et inquiétant. Et Helena sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle leva le poing, tremblant non seulement de froid, et frappa la tôle métallique 3 fois, se recommandant à tous les saints que sa famille avait prié en vain, espérant que de l'autre côté, il y aurait une trace d'humanité. Le silence qui suivit ses coups à la porte fut plus terrifiant que le rugissement de la tempête. Un vide épais qui lui permit d'entendre le crissement de pas lourds traînant de l'autre côté du métal. Helena retint son souffle, serrant Lucas contre sa poitrine, comme si elle pouvait le réintroduire dans son ventre pour le protéger de quoi que ce soit qui habitait cet endroit oublié de Dieu. Elle imagina 1000 scénarios horribles durant ces secondes éternelles. Une arme pointée sur son visage, un chien d'attaque ou simplement le cri furieux de quelqu'un qui ne veut pas être dérangé dans sa solitude. Ses articulations lui faisaient mal à force de frapper la tôle froide, et l'eau continuait de couler dans son dos, un rappel constant qu'elle n'avait pas de plan B, ni de route de secours, ni personne à qui s'adresser si cette porte ne s'ouvrait pas. Quand finalement la feuille de métal céda, elle le fit avec un gémissement aigu de charnières rouillées qui n'avaient pas été graissées depuis des années, révélant une figure qui occupait presque tout le cadre de l'entrée. L'homme qui apparut devant elle était une montagne de chair, vieille et endurcie, vêtue d'une salopette tachée de graisse noire qui semblait être une seconde peau, tannée par des décennies de travail sale. Il avait les cheveux gris et ébouriffés, une barbe de plusieurs jours qui ne parvenait pas à cacher la dureté de sa mâchoire, et des yeux enfoncés sous des sourcils fournis qui la regardèrent sans une once de compassion. Il n'y avait pas de surprise sur son visage, seulement un agacement fatigué, comme celui d'un ours qui a été réveillé de son hibernation par un insecte gênant qui ne mérite même pas un coup de patte. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna l'homme, d'une voix qui sonnait comme du gravier broyé, sans s'écarter pour la laisser passer, ni lui offrir de refuge contre la pluie qui la fouettait. Ce n'était pas une question aimable, c'était un avertissement.
une barrière verbale qui laissait clair que les visites n'étaient pas les bienvenues ici, et encore moins les aumônes. Helena sentit ses jambes flancher, la peur lui nouant la gorge, mais le poids de l'enfant dans ses bras lui donna une force empruntée, une bravoure animale qui ne surgit que lorsque le petit est en danger. Elle ne pouvait pas se payer le luxe de la timidité ni de l'orgueil blessé. Ces luxes étaient restés à la ferme de son père, avec ses robes propres et son avenir prometteur. Je ne demande rien pour moi, monsieur, dit Helena, sa voix tremblant de froid, mais ferme dans son intention, soulevant légèrement le paquet humide qu'était son fils pour que l'inconnu le voie. J'ai seulement besoin d'un toit pour lui. Il est en train de mourir de froid, et je n'ai nulle part où aller. Si vous voulez, je reste debout à l'entrée. Je ne toucherai à rien. Mais s'il vous plaît, ne me fermez pas la porte. L'homme que le destin et la solitude avaient rebaptisé Don Jacinto baissa les yeux vers le petit Lucas. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. La pluie frappait le toit de tôle avec furie. Mais entre eux deux, il n'y avait qu'un silence tendu, chargé de jugement et d'une décision qui pouvait signifier la vie ou la mort. Quelque chose d'imperceptible changea sur le visage de Pierre de Jacinto en voyant le visage pâle du bébé. Une fissure minuscule dans son armure d'indifférence qui laissa entrevoir une douleur ancienne et non résolue. Il ne sourit pas, ni n'adoucit son geste. Il lâcha simplement un reniflement âpre par le nez. Il s'écarta d'un mouvement lent de son corps massif et laissa juste l'espace nécessaire pour qu'elle puisse se glisser à l'intérieur. Helena entra en trébuchant, sentant le changement brutal d'atmosphère. L'air à l'intérieur était vicié, chargé de l'odeur pénétrante de l'essence, de l'huile brûlée et du tabac brun. Mais c'était sec, et comparé à l'enfer extérieur, cela lui parut être l'arôme le plus doux du monde. L'atelier était un chaos organisé de pièces mécaniques, de pneus empilés en tours précaires et d'outils suspendus au mur, projetant des ombres longues et déformées sous la lumière d'une ampoule nue suspendue à un fil. Il n'y avait pas de meubles de maison, juste un lit de camp militaire dans un coin, un établi rempli de carburateurs démontés et un poêle à bois au centre qui irradiait une chaleur vitale. Helena resta debout près de la porte, dégoulinant d'eau sur le sol de ciment taché, se sentant comme une intruse dans l'antre d'une bête, craignant de bouger et de rompre l'équilibre précaire qui lui avait permis d'entrer. Lucas recommença à pleurer, un son faible qui rebondit sur les murs de métal. Jacinto l'observa un moment de plus, de ce regard indéchiffrable. Puis se tourna sans dire un mot et marcha vers un vieux classeur métallique au fond de l'atelier. Il ouvrit un tiroir dans un grincement et sortit une couverture de laine épaisse, de couleur vert militaire, aux bords effilochés, mais propre et sèche. Il revint vers elle et la lui tendit d'un geste brusque, évitant tout contact physique, comme s'il craignait que le malheur de la femme ne soit contagieux. « Sèche-toi et enveloppe le gamin !» ordonna-t-il, désignant du menton une chaise en bois bancal près du poêle. « S'il tombe malade ici, ce n'est pas mon problème. » Son ton restait hostile, mais la couverture dans ses mains disait autre chose. Helena s'assit sur la chaise avec une gratitude infinie. Ses doigts engourdis luttant pour enlever les vêtements mouillés du bébé aussi vite que possible. La peau de Lucas était froide au toucher, avec un ton marbré qui la terrifia, et ses lèvres avaient une teinte bleutée qui fit rater un battement au cœur d'Helena. Elle le frictionna avec la couverture rêche, essayant de lui transmettre sa propre chaleur, lui murmurant des promesses vides que tout irait bien.
tandis que ses propres larmes tombaient sur la laine verte. Jacinto s'était retiré à son établi, leur tournant le dos, feignant de s'occuper d'une pièce de moteur. Mais Helena pouvait sentir son attention rivée sur eux, une présence lourde et vigilante qui remplissait la pièce. La fièvre arriva 1 heure plus tard, violente et soudaine, transformant le froid de l'enfant en une chaleur brûlante qui irradiait à travers la couverture. Lucas commença à gémir, un son plaintif qui sortait de sa poitrine encombrée, et ses yeux devinrent vitreux, perdus dans le brouillard de la température qui montait sans contrôle. Helena paniqua, son inexpérience et son épuisement jouant contre elle, berçant l'enfant avec désespoir, sentant que la mort, qui l'avait frôlé sur la route avec le passage du camion, était entrée avec eux dans l'atelier pour finir le travail. Elle n'avait pas de médicaments, pas d'eau propre, aucune idée de quoi faire. Elle n'avait que sa peur et l'indifférence apparente de l'homme qui nettoyait des écrous à quelques mètres de là. Mais Jacinto n'était pas indifférent, il était seulement brisé. En entendant le changement dans les pleurs de l'enfant, il laissa tomber la clé anglaise sur la table dans un fracas métallique et s'approcha d'eux, sans demander la permission. Il posa sa main énorme et calleuse sur le front du bébé, un contraste absurde entre sa peau tannée et la délicatesse de l'enfant. « Il brûle », trancha-t-il d'une voix grave. Il se déplaça rapidement vers une étagère, sortit une bouteille d'alcool industriel et des chiffons propres en étoupe. « Enlève-lui la couverture, tu es en train de le cuire !» ordonna-t-il à Helena, et avec une délicatesse qui contredisait son aspect d'ogre, il commença à appliquer des linges frais sur le front et la poitrine de l'enfant. Prenant le commandement de la bataille contre la fièvre comme un général vétéran qui connaît l'ennemi. La fièvre céda aux premières lueurs de l'aube, laissant derrière elle un silence épuisé et une odeur d'alcool évaporé qui imprégnait jusqu'au moindre recoin de l'atelier. Helena se réveilla recroquevillée sur la chaise en bois, le cou raide et la bouche pâteuse, surprise par le bruit d'une clé à choc que Jacinto utilisait déjà de l'autre côté de la pièce. Lucas dormait paisiblement dans une boîte en carton, doublée d'étoupes propres que le vieux avait improvisées comme berceau. Sa respiration était enfin rythmique et silencieuse. Helena attendit l'ordre de partir, la phrase tranchante qui la renverrait sur la route avec son fils dans les bras, mais cet ordre ne vint jamais. Jacinto lui désigna simplement de la tête une cafetière en étain bosselé qui bouillonnait sur le poêle, lui offrant la première véritable trêve dans une guerre qu'elle sentait avoir perdue depuis sa naissance. Les jours suivants glissèrent avec la lenteur gluante de l'huile de moteur, se transformant en une routine non parlée mais strictement respectée. Jacinto ne lui dit pas qu'elle pouvait rester, mais il ne lui demanda pas non plus de partir. Il cessa simplement de verrouiller la porte de la salle de bain et commença à laisser une portion supplémentaire de haricots et de tortillas sur l'établi à l'heure du repas. Helena, consciente que son séjour ne tenait qu'à un fil invisible, entreprit de se rendre indispensable avec une férocité silencieuse. Elle commença par nettoyer, grattant des années de graisse accumulées sur le sol de ciment avec une spatule, lavant les salopettes raides de saleté dans un bac à l'arrière et organisant le chaos d'outils qui semblait gouverner la vie du vieux. Elle ne le faisait pas par gratitude, mais pour sa survie. Chaque mètre carré propre était un argument muet en faveur de sa permanence sous ce toit de tôle. Au début, Jacinto l'observait avec méfiance, comme quelqu'un qui regarde un animal sauvage qui s'est faufilé dans la maison et qui pourrait mordre à tout moment. L'ordre soudain l'agaçait. Il grommelait quand il ne trouvait pas un écrou dans le désordre habituel.
Mais peu à peu, la présence d'Elena et de l'enfant commença à remplir les vides de son existence solitaire. Un après-midi, alors qu'il luttait avec un alternateur coincé, jurant à voix basse et cherchant à tâtons une clé de demi-pouce, il sentit quelqu'un la lui mettre dans la main avant qu'il ne puisse la demander. Il se tourna, surpris, et vit Elena debout là, les mains tachées de graisse et le regard attentif, anticipant son besoin. Il n'y eut pas de remerciements verbaux, juste un grognement d'acceptation, mais ce geste marqua le passage de servante à apprentie, de charge à compagne de tranchée. Elena découvrit qu'elle avait un talent naturel pour comprendre la logique de la ferraille, une patience méticuleuse qui lui permettait de démonter des carburateurs complexes sans perdre les pièces minuscules et de les remonter mieux qu'avant. Jacinto, peut-être ennuyé par son propre monologue interne, ou peut-être voyant en elle le reflet de quelqu'un qu'il avait perdu il y a longtemps, commença à lui enseigner. Ce n'étaient pas des leçons formelles, mais des phrases jetées en l'air pendant qu'il travaillait. Le moteur parle, et toi tu te tais et tu écoutes. L'huile noire te dit que le propriétaire est un radin. Ne serre pas trop, ou tu vas foirer le filetage. Elena absorbait chaque mot comme s'il s'agissait d'un évangile, comprenant que ce savoir était sa seule monnaie d'échange dans un monde qui voulait la voir échouer. Ses mains, autrefois soignées, avec des crèmes importées et des manucures discrètes pour les après-midi de thé avec les amis de sa mère, subirent une métamorphose brutale et nécessaire. Les ongles se cassèrent et restèrent en permanence bordés de noir. La peau douce se remplit de petites coupures, de brûlures d'échappement et de callosités dures sur les paumes et les doigts. Quand Elena regardait ses mains la nuit, à la lumière de l'ampoule, elle ne ressentait ni honte ni nostalgie pour sa vie antérieure. Elle ressentait de la fierté. Ses mains laides et maltraitées étaient celles qui mettaient de la nourriture dans la bouche de Lucas, celles qui lui avaient gagné une place au monde, celles qui prouvaient qu'elle servait à autre chose qu'à être l'épouse décorative de quelque propriétaire terrien médiocre. Mademoiselle Elena était morte sur la route. La femme qui restait était faite de fer et de graisse. La station-service, qui pendant des années n'avait été guère plus qu'un point mort sur la carte où seuls les désespérés s'arrêtaient, commença à prendre une vie inhabituelle. Les camionneurs, des hommes rudes qui vivaient sur la route et qui connaissaient chaque nid de poule de Tijuana à Yucatan, commencèrent à faire passer le mot par la radio CB. Ils parlaient de l'atelier du vieux Jacinto, où il y avait maintenant une jeune femme qui n'avait pas peur de se salir et qui, selon certains, avait un toucher presque magique pour régler les moteurs diesel que d'autres considéraient comme morts. Ils commencèrent à dévier de leur route juste pour voir si la rumeur était vraie, arrivant avec leurs remorques gigantesques et leurs regards curieux, s'attendant à trouver un spectacle de cirque et tombant sur une mécanicienne compétente qui les regardait dans les yeux sans baisser la tête. Jacinto, qui avait toujours été un ermite bourru, capable de chasser un client si son ton ne lui plaisait pas, se transforma en chien de garde silencieux. Il ne permettait aucun manque de respect, ni plaisanterie à double sens, ni regard lascif envers Elena. Il maintenait son fusil toujours visible, appuyé nonchalamment contre le mur ou sur le comptoir. Envoyant un message clair, elle était sous sa protection. Cette sécurité donna à Elena l'espace pour respirer, pour cesser de regarder par-dessus son épaule toutes les 5 minutes, en s'attendant à voir son père ou ses frères venir la réclamer. Pour la première fois depuis des mois, elle commença à dormir sans cauchemar, bercée par le son lointain des camions sur l'autoroute, qui ne lui semblaient plus être des monstres menaçants.
mais le flux sanguin de sa nouvelle vie. Lucas grandit entre les pneus et les bidons d'huile, apprenant à marcher en s'agrippant au pare-choc des camions et jouant avec des écrous au lieu de hochets. Pour lui, l'odeur de l'essence était l'odeur de la maison, et le visage barbu et sale de Jacinto était le visage du grand-père qu'il n'avait jamais eu. Le vieux, malgré sa carapace de dureté, s'adoucissait visiblement avec l'enfant. Parfois, Helena les surprenait tous les deux assis sur le porche au crépuscule, le vieux montrant à l'enfant comment fonctionnait une bougie, ou simplement regardant l'horizon orange du désert dans un silence partagé. Jacinto ne parla jamais de sa propre famille, de la femme et des enfants que la route lui avait enlevés des années auparavant. Mais Helena voyait dans ces moments de tendresse maladroite comment le vide dans la poitrine du vieux se remplissait peu à peu. 6 mois passèrent, et l'hiver rude fit place à un printemps sec et poussiéreux qui apporta plus de travail et une fausse sensation de stabilité. Helena en vint à croire que le passé l'avait oubliée, que la ferme de son père était un mauvais rêve dont elle s'était réveillée pour toujours. Elle avait un toit, elle avait un métier, elle avait son fils en bonne santé et un allié loyal. Elle avait même commencé à économiser les quelques pièces dans une boîte de café cachée sous le lit de camp, rêvant d'acheter des chaussures neuves à Lucas, ou peut-être, un jour très lointain, sa propre boîte à outils. Le bonheur, découvrit-elle, n'était pas la joie exaltante des fêtes, mais la tranquillité de savoir que demain il y aurait une assiette de nourriture et que personne ne vous crierait dessus pour votre existence. Mais le destin est un collecteur patient qui n'oublie jamais une dette, et la paix sur la route est aussi fragile qu'un ver au milieu d'un tremblement de terre. Un mardi après-midi, alors que le soleil commençait à tomber et que la chaleur accordait une trêve, une automobile noire, trop propre et trop luxueuse pour être sur cette route de camions de fret, ralentit et entra sur l'esplanade de gravier de la station-service. Helena était en train de nettoyer le filtre à air d'une vieille camionnette avec son bleu de travail taché jusqu'aux genoux et ses cheveux ramassés dans un foulard sale. En levant les yeux et en reconnaissant le véhicule, elle sentit son sang se glacer dans ses veines, la paralysant d'une terreur ancienne qu'elle croyait surmonter. La voiture s'arrêta devant la pompe numéro 2 et la porte du conducteur s'ouvrit lentement. La chaussure qui foula le gravier sale de la station était en cuir italien, cirée au point de ressembler à un miroir noir qui reflétait le ciel plombé de l'après-midi. Un objet obscène au milieu de ce désert de poussière et d'huile. Helena reconnut la chaussure avant le visage. C'étaient les mêmes chaussures que son frère Roberto portait pour les messes du dimanche et pour les réunions avec le gouverneur. Symbole d'un statut qui ne touchait pas le vrai sol. La porte de l'automobile se ferma avec un bruit feutré, solide et coûteux. Si différent des claquements de porte des vieilles camionnettes auxquelles elle s'était habituée. L'air s'emplit soudain d'une fragrance de cologne chère et de tabac blond qui coupa l'odeur d'essence, transportant Helena d'un coup et sans pitié dans le couloir de la grande maison de la ferme, la paralysant à côté de la pompe à diesel avec la clé à écrou serrée dans la main jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches sous la graisse. Roberto ajusta la veste de son costume impeccable d'un geste d'agacement, comme si le simple air de l'endroit pouvait le salir, et parcourut l'atelier d'un regard de mépris absolu qui engloba tout, du toit en tôle rapiécé aux vieux pneus empilés à l'entrée. Il ne ressemblait pas à un frère cherchant une sœur perdue, il ressemblait à un expert évaluant les dommages d'une propriété dévaluée ou à un touriste accidentel horrifié par la pauvreté du paysage.
quand ses yeux se posèrent enfin sur Héléna. Il n'y eut ni soulagement ni surprise, seulement une moue de dégoût qui courba sa lèvre supérieure, révélant à quel point cela l'offensait de la trouver vivante, et pire encore, transformée en quelque chose qu'il considérait comme inférieur à un animal de trait. Pour lui, voir une femme de son nom avec une salopette sale était un affront personnel, une tache sur sa réputation qui devait être effacée ou cachée. Ainsi, les rumeurs étaient vraies, dit Roberto. Il marcha vers elle lentement, évitant une flaque d'huile avec une délicatesse ridicule, envahissant son espace personnel avec l'assurance du propriétaire qui inspecte le bétail. « Papa a dit que tu finirais mal, mais je crois que même lui n'avait pas imaginé ça. Regarde-toi. Héléna, tu ressembles à une mendiante. » Une mécanicienne de bas étage se vautrant dans la crasse. Ces mots n'étaient pas des cris, c'étaient des sentences froides, dites sur un ton conversationnel qui les rendait encore plus cruelles, conçues pour démanteler le peu de dignité qu'elle avait réussi à reconstruire brique par brique pendant ces 6 mois d'exil forcé. Héléna sentit la honte tenter de lui monter à la gorge, chaude et rouge, une réaction conditionnée par des années de soumission devant les hommes de sa famille. Mais quelque chose l'arrêta. Avant de baisser la tête, elle sentit le poids de l'outil dans sa main. Elle sentit la texture calleuse de ses propres doigts. Elle se rappela les nuits de veille à soigner les fièvres et les moteurs qu'elle avait ressuscités seule. Cette honte ancienne se heurta à un mur neuf d'orgueil endurci. Elle ne baissa pas le regard. Elle se redressa de toute sa hauteur, s'essuyant les mains sur un chiffon qu'elle portait accroché à la ceinture, d'un mouvement délibérément lent, et le regarda dans les yeux. « Je travaille, Roberto, chose que tu n'as jamais faite de ta vie. Es-tu venu prendre de l'essence ou faire obstacle? Parce que j'ai des clients qui attendent, et je n'ai pas de temps pour les visites mondaines. » La réponse insolente le frappa comme une gifle physique. Roberto cligna des yeux, surpris que la poupée brisée ait une voix, et son visage s'assombrit d'une colère soudaine. Il fit un pas de plus, raccourcissant la distance jusqu'à ce qu'Héléna puisse voir les pores de sa peau rasée de près et sentir l'alcool dans son haleine. « Ne me parle pas comme ça, idiote. Tu restes une honte pour nous. Tu crois que ça nous plaît que les gens parlent? Qu'ils disent que la fille de Don Rogelio sert de servante, et qui sait quoi d'autre, à un vieux fou sur la route. » Son ton devint venimeux, insinuant, cherchant à salir la seule relation décente qu'Héléna ait eue. Il voulait la réduire à néant, lui rappeler qu'en dehors de la protection de la famille, elle n'était qu'un corps disponible, une marchandise endommagée. C'est alors que le silence tendu fut brisé par un son innocent et joyeux, un babillage d'enfant qui venait de l'ombre de l'atelier. Lucas, qui jouait tranquillement dans son petit parc fait de pneus peints, se mit debout en s'agrippant au grillage, saluant de sa petite main sale de terre le nouveau venu. Le regard de Roberto dévia d'Héléna vers l'enfant, et le dégoût sur son visage se transforma en quelque chose de bien plus dangereux, une possessivité froide et calculatrice. « Voilà le bâtard !» murmura-t-il, marchant vers l'atelier sans demander la permission, ignorant la protestation muette d'Héléna. Il s'arrêta devant le parc et observa l'enfant comme quelqu'un qui examine un cheval de race douteuse, mais avec un potentiel de vente, cherchant dans ses traits la confirmation de son propre sang. « Il y a les yeux du grand-père, » dit Roberto, non pas avec tendresse, mais avec une sorte d'indignation bureaucratique, comme si l'enfant avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il se tourna vers Héléna, pointant Lucas d'un doigt accusateur.
Cet enfant porte notre sang, Elena, même s'il est le fils d'un moins que rien. Et le sang des nôtres ne s'élève pas parmi les ordures et les taches d'huile. Je ne permettrai pas qu'il grandisse ici, devenant un sauvage ignorant comme toi. La logique tordue de sa famille se déploya dans toute sa splendeur. Il l'avait expulsé pour l'avoir eu. Mais maintenant qu'il existait, le sens de la propriété patriarcale réclamait le droit sur le mâle, sur la continuité génétique, ignorant complètement la mère qui l'avait maintenu en vie. « Ne t'avise pas de t'approcher de lui » siffla Elena, s'interposant sur son chemin avec une rapidité de félin, bloquant l'accès au parc de son propre corps. La peur s'était évaporée, remplacée par une furie blanche et pure. L'adrénaline de la mère qui voit le prédateur rôder autour du nid. Vous nous avez jetés. Vous nous avez laissés mourir sous la pluie. Vous n'avez aucun droit sur lui. Pars d'ici, avant que je ne commette une folie. Roberto lâcha un éclat de rire sec, incrédule devant la menace de cette femme mince et sale. Tu ne vas rien faire, Elena. Tu n'es personne. J'emmène l'enfant pour son propre bien. Toi, tu peux rester ici à pourrir si tu veux, mais lui vient avec moi. Il s'avança, étendant les mains pour l'écarter comme s'il s'agissait d'un vieux meuble qui encombre le couloir. Quand Elena essaya de le repousser, Roberto réagit avec la violence instinctive de l'homme qui n'a jamais été défié. Il lui envoya une poussée brutale dans la poitrine, avec une force démesurée, la projetant en arrière, sans ménagement. Elena perdit l'équilibre. Ses bottes glissèrent sur une tache de graisse et elle tomba lourdement contre la structure métallique de la pompe à essence. Le coup lui coupa le souffle et elle ressentit une douleur aiguë au côté en heurtant le métal. Un coup de fouet qui lui parcourut la colonne. Elle resta étendue sur le sol de béton, étourdie pendant une seconde, avec le goût métallique du sang dans la bouche là où elle s'était mordu la langue, voyant le ciel tourner vertigineusement au-dessus de sa tête, tandis qu'elle entendait les pas de Roberto crisser vers son fils. Mais la douleur éclaircit son esprit au lieu de l'embrouiller. Elena ne resta pas là à pleurer. Elle se propulsa sur les coudes, ignorant la douleur aux côtes, et ses doigts se fermèrent autour d'une lourde clé anglaise qui était tombée de sa poche. Elle s'apprêtait à se lever et à briser la tête de son propre frère s'il touchait un seul cheveu de Lucas. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'élancer, une ombre immense et allongée se projeta sur Roberto, l'engloutissant complètement. Le son incomparable de 2 chiens de fusil étant armés en même temps déchira l'air. Un clic-clac sec et mortel qui figea la scène instantanément. Roberto s'arrêta net, la main à mi-chemin de l'enfant, et tourna la tête lentement, pâlissant au point de ressembler à un cadavre. Là, à l'entrée de l'atelier, se tenait Don Jacinto, paraissant plus grand et plus terrible que jamais, avec le double canon de son vieux fusil pointé directement sur la poitrine immaculée de l'intrus. Touche à la petite ou à l'enfant, et je te jure par la mémoire de mes morts que tu ne sors pas de cette route en marchant. La voix de Don Jacinto ne fut pas un cri. Ce fut quelque chose de bien pire. Un murmure grave et caverneux qui vibra dans l'air chaud de l'après-midi, comme le grognement d'un vieux chien qui n'a plus la patience d'aboyer. Ses mains ne tremblaient pas. Le canon du fusil restait immobile, pointé avec une précision géométrique au centre de la poitrine de Roberto, transformant son costume cher et son arrogance de propriétaire terrien en ornements inutiles face à la qualité brute du plomb. Jacinto ne jouait pas au héros. Il traçait une ligne définitive sur le sol de son territoire. Une frontière morale qui séparait son monde de rouille
et de loyauté du monde d'apparence et de cruauté dont venait cet intrus. Ses yeux, habituellement fatigués et opaques, brillaient maintenant d'une clarté assassine qui disait à Roberto, sans besoin de mots, qu'appuyer sur la gâchette ne lui coûterait pas une seule seconde de remords. Roberto resta paralysé, la main encore tendue vers l'enfant, mais figée dans l'air, comme une statue grotesque de la cupidité interrompue. La couleur avait fui son visage, le laissant d'une pâleur cireuse qui soulignait la sueur froide commençant à perler sur son front. Pour la première fois de sa vie protégée, il affrontait une conséquence réelle, une autorité qui n'émanait ni de l'argent ni du nom, mais de la force brute et de la disposition à la violence. Il déglutit bruyamment. Le son était audible dans le silence soudain de l'atelier, et baissa la main très doucement, les paumes ouvertes vers le vieux, dans un geste universel de reddition. Le mépris dans son regard s'était évaporé, remplacé par la terreur pure de celui qui comprend qu'il s'est engagé dans quelque chose qu'il ne peut ni contrôler ni acheter. « Tu es fou, vieux », murmura Roberto d'une voix étranglée, reculant pas à pas vers son automobile, sans oser tourner le dos au fusil. Ses mouvements étaient gauches, mal coordonnés, dépouillés de toute l'élégance répétée avec laquelle il était arrivé. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, ça ne va pas rester comme ça. » Mais c'étaient des menaces vides, un fragment de sa dignité brisée qui ne parvenait à intimider personne. Jacinto ne scia même pas. Il fit simplement un pas en avant, au son de ses bottes lourdes raclant le ciment. Roberto accéléra le pas, trébuchant presque, jusqu'à se réfugier dans la sécurité blindée de sa voiture. Le moteur rugit, bête mécanique s'éveillant en panique, et le véhicule partit en trombe sur la route, laissant une poussière qui mit plusieurs minutes à retomber, effaçant la trace de l'intrusion. Elena était toujours au sol, appuyée contre la pompe à essence, la douleur des côtes battant à son côté à chaque respiration. Mais elle la remarquait à peine. Son attention était centrée sur Lucas, qui avait commencé à pleurer, effrayé par la tension dans l'air. Elle se traîna jusqu'au parc, ignorant la douleur aiguë qui lui parcourait le dos, et sortit l'enfant, l'embrassant avec une force désespérée, vérifiant chaque centimètre de son corps pour s'assurer que la méchanceté de son frère ne l'avait pas touché. Les larmes coulaient sur son visage sale de graisse et de poussière. Mélange de soulagement, de furie et du choc post-traumatique de la violence. Elle se sentait petite et vulnérable, mais en même temps indestructible. On était venu les chercher, on avait tenté de les écraser à nouveau, et cette fois, le mur ne s'était pas effondré. Quand la voiture disparut à l'horizon, la tension qui maintenait Jacinto droit se rompit comme une corde trop tendue. Le vieux baissa le fusil lentement, l'appuyant contre le comptoir avec un tintement métallique, et porta une main à sa poitrine, serrant le tissu sale sur son cœur. Son visage, qui quelques instants auparavant était un masque de furie contrôlée, devint grisâtre et terreux. Il tituba légèrement, cherchant un appui sur l'établi, et sa respiration devint un sifflement douloureux et arythmique. Elena, lâchant l'enfant dans le parc, courut vers lui juste à temps pour le soutenir par le bras avant que ses genoux ne flanchent. Sa peau froide et moite sous le tissu rêche des vêtements l'aida à s'asseoir sur la chaise bancale, celle-là même où elle avait passé sa première nuit de veille, et elle lui apporta un verre d'eau d'une main tremblante. Jacinto but à petites gorgées les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle d'un corps qui commençait à le trahir. Ils ne parlèrent pas de ce qui venait de se passer.
Il n'y eut pas de discours sur le courage, ni de remerciements larmoyants. Le silence qui s'installa entre eux était dense et lourd, mais ce n'était plus le silence de deux étrangers partageant un espace. C'était le silence du sang, d'un pacte scellé non par des signatures ni des promesses, mais par la disposition à tuer et mourir l'un pour l'autre. Jacinto avait défendu Helena, non pas comme une employée ou une locataire, mais comme une fille. Et cet acte avait coûté un prix physique que tous deux savaient élever. Les jours suivants apportèrent une calme étrange et mélancolique à la station-service. Roberto ne revint pas, et la route redevint seulement le fleuve d'asphalte par où passaient les camions étrangers à leur drame. Mais quelque chose s'était brisé. Le vieux, qui autrefois soulevait des moteurs avec la force d'un taureau et travaillait du matin au soir sans se plaindre, se déplaçait maintenant avec une lenteur douloureuse. Il s'essoufflait en marchant de l'atelier aux pompes. Ses mains, autrefois fermes comme des presses d'acier, commençaient à avoir un tremblement fin qui lui rendait difficile de tenir de petites pièces. Il passait de longues heures assis sur le porche à regarder le désert d'un air distant, comme s'il écoutait un appel qu'Helena ne pouvait entendre, se préparant pour un voyage qui ne nécessitait pas de bagages. Helena prit le commandement de l'atelier sans que personne ne le dise à haute voix. Elle devint la gardienne de Jacinto avec la même férocité avec laquelle il l'avait protégée. Quand un client arrivait, elle courait s'en occuper avant que le vieux ne puisse se lever de sa chaise. « Laissez faire. »« Don Jacinto, je m'en occupe, » lui disait-elle avec douceur, lui retirant le tuyau ou l'outil des mains. Elle apprit à gérer l'argent de la caisse, à négocier avec les fournisseurs de carburant qui passaient par là. Les camionneurs remarquèrent le changement. Ils voyaient le vieux assis à l'ombre, enveloppé dans une couverture, même s'il faisait chaud, et la jeune femme dirigeant l'affaire avec une efficacité militaire, et ils baissaient la voix par respect, comprenant qu'ils assistaient à la fin d'une ère et au début d'une autre. Un râle résonnait dans sa poitrine. Helena lui apporta un bouillon de poule au lit, s'asseyant à ses côtés sur le bord du matelas affaissé. La lumière de l'ampoule dessinait des ombres profondes sur le visage du vieux, accentuant les sillons de sa peau et la pâleur de ses lèvres. Il repoussa la nourriture d'un geste faible de la main et la regarda fixement, avec cette lucidité terrifiante qui précède parfois la faim. Sa voix était plus rocailleuse, mais étrangement douce. « Nous devons parler, pas de ferraille, ni de contes, mais de ce qui vient, parce que je ne suis pas idiot et toi non plus, et le temps me manque comme l'essence dans un réservoir percé. » Helena voulut protester, lui dire de ne pas dire de bêtises, que ce n'était qu'un rhume. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle savait que mentir à Jacinto n'était pas une bonne idée, vu l'honnêteté brutale qui avait toujours caractérisé leur relation. Elle acquiesça en silence, sentant un nœud se former dans son estomac, et prit la main calleuse du vieux entre les siennes. La peau de Jacinto était sèche et froide, semblable à du vieux parchemin. « Tu es arrivé ici en fuyant, cherchant à te cacher, » commença-t-il à dire, le regard perdu. « Je n'étais pas une bonne idée, j'étais fatigué d'être seul avec mes fantômes. Mais tu as apporté de la lumière dans ce trou, Helena, toi et le gamin, et je ne vais pas te laisser démuni quand je partirai rendre des comptes là-haut. » Jacinto toussa de nouveau, un spasme qui secoua le lit de camp en métal et laissa une trace de sang sur le mouchoir sale. Sous les yeux de Helena, il commença à déterrer les ossements de sa propre histoire.
celle qu'il avait gardée sous 7 clés de silence et d'amertume. Il lui parla d'une épouse nommée Carmen et de 2 jeunes enfants qui, 15 ans auparavant, avaient assez perdu la vie dans ce même virage maudit de la route, victime d'un conducteur ivre et de la pluie traîtresse. Il était resté là, non par affaire, mais par pénitence, devenant le gardien des tombes invisibles de sa famille, attendant que la mort ait la miséricorde de venir le chercher au même endroit où son bonheur s'était fracassé contre l'asphalte. Il avait vécu comme un fantôme, respirant seulement par inertie jusqu'à ce qu'une nuit de tempête elle arrive. Tu es venu ici comme un chat mouillé, tremblante et sans griffes, murmura-t-il, et une ombre de sourire traversa ses lèvres gercées, adoucissant la dureté des années. Et j'ai pensé que tu étais une gêne de plus. Mais je me suis trompé. Petite. Tu m'as appris à vivre encore, même si c'était juste un peu. Avant la fin, voir le gamin grandir. Te voir te battre contre la ferraille et contre le monde, luttant avec le cœur. Jacinto fouilla sous son oreiller avec un effort qui lui fit monter la sueur au front, et en sortit une enveloppe en cuir, usée, fermée par un cordon. Il la mit dans les mains de Helena avec une solennité qui pesait plus que l'acier. « Ceci est à toi, » dit-il, sa voix retombant à un murmure à peine audible, gaspillant les dernières réserves d'air qui lui restaient dans les poumons. « Ne l'ouvre pas tant que je ne serai pas froid et sous terre. Et écoute-moi bien, Helena, ne laisse personne te dire qui tu es, ni ton père, ni ton frère, ni personne. Tu es la maîtresse de ton destin, l'œuvre de personne. S'ils viennent t'aboyer, tu mords. Tu m'entends? Tu mords. » L'intensité de son regard se cloua sur elle, une dernière fois, lui transférant un héritage de courage et de résistance qui valait plus que n'importe quelle propriété. Cette nuit-là, Helena ne bougea pas de son côté. Elle éteignit l'ampoule pour ne pas gêner ses yeux, et elle s'assit dans l'obscurité, écoutant la respiration rauque de Jacinto, qui devenait de plus en plus lente et espacée, marquant la cadence d'un adieu inévitable, dehors. Le vent du désert hurlait entre les pompes à essence, faisant grincer les panneaux rouillés, comme si la station elle-même pleurait le départ de son propriétaire. Helena tint la main inerte du vieux entre les siennes pendant des heures, priant en silence, non pas pour un miracle, car elle savait que le temps des miracles était passé, mais pour une transition paisible, le remerciant mentalement pour chaque assiette de nourriture, chaque leçon et chaque moment de sécurité qu'il lui avait donné sans rien demander en retour. La mort vint à l'heure la plus froide du matin, juste avant que le soleil ne teigne l'horizon en gris. Il n'y eut ni agonie ni lutte, simplement. La poitrine de Jacinto cessa de monter et de descendre. Le silence qui suivit fut absolu et dévastateur, différent de tout silence qu'Helena avait connu auparavant. Ce n'était pas l'absence de bruit, c'était l'absence de présence. Helena sentit que la main qu'elle tenait perdait la dernière trace de chaleur vitale, se transformant en un objet inanimé. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas de façon hystérique. Elle se pencha sur lui, embrassa son front avec une tendresse infinie, et lui ferma les yeux avec douceur, accomplissant le dernier devoir filial que son propre sang lui avait nié. Le matin la trouva en train de laver le corps de Jacinto avec de l'eau tiède et du savon neutre, nettoyant la graisse et la sueur d'une vie de dur labeur, l'habillant de son seul costume propre, un costume gris démodé qu'il gardait au fond du classeur pour une occasion spéciale qui ne vint jamais jusqu'à ce jour. Elle le fit seule, rejetant l'idée d'appeler quelqu'un d'autre, car c'était un acte intime de respect, une façon de lui rendre la dignité qu'il lui avait rendue.
Lucas observait depuis son parc, étrangement immobile, comme s'il comprenait que le grand-père dormait d'un rêve dont on ne se réveille pas avec le bruit des clés anglaises. L'enterrement fut austère, comme Giacinto l'aurait aimé. Elena creusa elle-même la fosse dans le terrain broussailleux derrière l'atelier, à l'ombre d'un vieux mesquite tordu, les mains appuyées sur le manche de la pelle et la sueur coulant dans son dos. Un couple de camionneurs habituels, en apprenant la nouvelle à la radio, s'arrêtèrent pour aider dans la dernière ligne droite et pour dire quelques mots gauches, mais sincères, sur un homme qui avait toujours le réservoir plein et peu de mots. Il n'y eut ni prêtre, ni fleurs achetées. Seulement un monticule de terre fraîche, une croix faite de 2 tubes d'échappement soudés, et les pleurs silencieux d'une femme qui se sentait à nouveau orpheline au milieu de nulle part. Quand le dernier camion partit, laissant derrière lui l'écho d'un klaxon en signe de respect, la réalité tomba sur Elena avec le poids d'une dalle. Elle se tint au milieu de l'atelier vide, regardant les outils que Giacinto n'utiliserait plus, et la peur, cette vieille ennemie qu'elle croyait avoir vaincue, revint lui déchirer l'échine. Qu'allait-il se passer maintenant? Sans Giacinto. Elle n'avait aucun droit légal sur l'endroit. Elle était une occupante sans titre, vulnérable à une expulsion par l'État, par la banque, ou pire encore, par sa propre famille si elle apprenait que le vieux était mort. Elle regarda l'enveloppe en cuir qu'elle avait laissée sur l'établi, tentée de l'ouvrir. Mais la terreur de ce qu'elle pourrait ou ne pourrait pas y trouver la paralysa. 2 jours d'incertitude agonisante passèrent, où chaque voiture passant sur la route faisait rater un battement à son cœur. Elena garda la station ouverte par pure inertie, servant les quelques clients le regard bas, se sentant comme une imposture dans sa propre maison. Et puis, au matin du 3e jour, ce qu'elle craignait tant arriva. Une berline grise, formelle et étrangère à l'environnement poussiéreux, tourna vers la station et se gara juste devant le bureau. Ce n'était pas Roberto. Dieu merci. Mais l'homme qui en descendit, avec une mallette en cuir et un costume sombre, émanait cette aura officielle et bureaucratique qui précède habituellement les mauvaises nouvelles. Expulsion, saisie, fin. Elena sortit le recevoir, s'essuyant les mains sur son bleu de travail, le menton haut et le corps tendu, prête à se battre ou à supplier. Peu importe ce qui était nécessaire pour ne pas retourner sur la route avec Lucas. L'homme ajusta ses lunettes et la regarda d'un air sévère, consultant un papier dans sa main. « Êtes-vous Madame Elena, veuve, ou plutôt mère célibataire résidant dans cette propriété ?» demanda-t-il d'un ton neutre qui ne révélait rien. « C'est moi, » répondit-elle, sentant ses jambes trembler. « Je suis le notaire public de Villa Ahumada. Je viens pour l'affaire du testament de Monsieur Jacinto Robles. Pouvons-nous entrer? Il y a des questions légales urgentes dont nous devons discuter. » Elena sentit le sol bouger sous ses pieds. Elle ne savait pas si elle était sur le point d'être sauvée ou condamnée définitivement. Le notaire entra dans le petit bureau avec une prudence presque comique, relevant le bas de son pantalon pour éviter tout contact avec les taches de graisse qui ornaient le sol, comme les cartes d'un territoire hostile. Il posa sa mallette de cuir sur la table en métal, le seul espace libre d'outils, et le bruit sec des fermoirs en s'ouvrant résonna comme des coups de feu dans le silence tendu de la pièce. Elena restait debout près de la porte, les bras croisés sur la poitrine dans une étreinte défensive, sentant l'air se raréfier. Elle attendait la sentence finale, l'ordre d'expulsion rédigé en langage juridique,
la confirmation que son temps dans ce refuge avait expiré en même temps que le dernier souffle de Jacinto. Elle observa les mains de l'homme, propres et douces, manipulant des papiers avec des sceaux officiels, et ressentit une nausée soudaine face à la bureaucratie de la mort, cette machine froide qui réduit une vie humaine à des feuillets et des timbres fiscaux. Je vais procéder à la lecture des dernières volontés de M. Jacinto Robles, annonça le notaire d'une voix monotone, ajustant ses lunettes sur son nez et se raclant la gorge pour s'éclaircir la voix. Héléna ferma les yeux, se préparant à l'impact, visualisant mentalement la route, la pluie, l'incertitude de repartir de zéro avec Lucas sur le dos. Elle écouta le préambule légal, des noms, des dates, des données techniques qui bourdonnaient à ses oreilles sans aucun sens, jusqu'à ce qu'une phrase coupe la brume de sa peur. « J'institue comme héritière universelle de tous mes biens, présents et futurs, la citoyenne Héléna, qui m'a assistée et accompagnée dans mes derniers jours avec la loyauté d'une fille. » Héléna ouvrit brusquement les yeux, certaine d'avoir mal entendu, certaine qu'il s'agissait d'une blague cruelle ou d'une erreur administrative. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-elle d'un filet de voix, faisant un pas hésitant vers la table. Le notaire la regarda par-dessus ses lunettes, sans émotion. « J'ai dit que M. Robles vous a tout laissé, madame. Et quand je dis tout, je parle de la station-service avec ses permis d'exploitation en vigueur, l'atelier mécanique avec tout son inventaire et la maison d'habitation. » Héléna dut s'appuyer sur le cadre de la porte pour ne pas tomber, la station-service et l'atelier, sa maison. On ne la jetait pas dehors. On lui remettait les clés du royaume. Mais le notaire n'avait pas fini. Il revint à la page et continua sa lecture avec la même indifférence qu'il aurait pour une liste de courses, ignorant le séisme émotionnel qu'il provoquait chez la femme devant lui. De même, est inclus dans l'héritage le terrain rural adjacent au nord, de 40 hectares, acquis par le testateur en 1970, ainsi que la totalité des fonds déposés sur le compte d'épargne de la Banque nationale, dont la somme s'élève à... Et il mentionna un chiffre qui parut astronomique à Héléna, une somme que son père ne lui aurait jamais donnée, même dans ses meilleures années de générosité. Jacinto, le vieux bourru qui portait des salopettes rapiécées et mangeait des haricots à la marmite, avait gardé chaque centime gagné en 30 ans de solitude, accumulant une petite fortune silencieuse qu'il déposait maintenant dans les mains calleuses de la femme qui avait soigné sa fièvre et lui avait rendu sa dignité. Ce n'était pas seulement un toit, c'était un avenir, c'était la liberté financière absolue. Héléna sentit les larmes jaillir sans contrôle. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était le fruit d'un choc profond et paralysant. Elle regarda par la fenêtre sale vers la tombe fraîche sous le mesquite, essayant de comprendre la magnitude du geste. Jacinto ne lui avait pas seulement donné un refuge, il lui avait donné une vie. Il lui avait donné les armes pour que plus personne, jamais, ne puisse l'humilier ou décider pour elle. « Il ne m'a jamais rien dit, » balbutia-t-elle, se sentant indigne d'un tel cadeau. Monsieur Robles était un homme de peu de mots, concéda le notaire en lui tendant un stylo en or. Mais ses instructions ont été très claires et irrévocables. Il a tout verrouillé pour qu'aucune contestation familiale ne puisse aboutir. Prendre le stylo fut plus difficile que de soulever une transmission de camion. Ses doigts, habitués à l'acier froid des clés anglaises et à la graisse épaisse, tremblaient en tenant cet instrument délicat. Elle se pencha sur le papier,
voyant son nom imprimé à côté de celui de Jacinto, unis légalement dans un dernier acte d'amour paternel, elle signa lentement, d'une écriture ferme, malgré son tremblement interne, sentant comment chaque trait d'encre réécrivait son histoire. Elle n'était plus Helena, l'expulsée, la honte de la famille, celle qu'on entretenait. Désormais, elle était Helena, la propriétaire, la maîtresse de la terre qu'elle foulait, la dame de son propre destin. En levant la plume, elle sentit un poids physique quitter ses ombres, comme si la gravité avait changé ses règles, rien que pour elle. Le notaire rangea les documents avec efficacité, ferma la mallette et se leva, époussetant un grain de poussière imaginaire sur son revers. Les formalités d'acte prendront quelques semaines, mais à partir de ce moment, vous êtes l'administratrice légale et la bénéficiaire de tout ceci. Félicitations, je suppose, Monsieur Robles, vous tenez en très haute estime. Il sortit du bureau sans se retourner, monta dans sa voiture grise et s'éloigna sur la route, laissant Helena seule à nouveau dans le silence du désert. Mais ce n'était plus le même silence terrifiant que lors de son arrivée. C'était maintenant un silence à elle. Intime, le son de sa propriété respirant sous le soleil de midi. Helena sortit sur le porche, le soleil lui frappant le visage, et regarda son domaine avec des yeux nouveaux. Les pompes à essence rouillées ne ressemblaient plus à de la ferraille, mais à des opportunités d'affaires. Le toit en tôle trouée n'était pas une ruine, mais un projet de rénovation. Elle regarda vers le terrain vague au nord. Ces 40 hectares de broussailles et de cactus que Jacinto avait achetés en secret, et elle ne vit pas une terre stérile. Elle vit l'espace pour une aire de repos de camion, pour un restaurant, pour un endroit où Lucas pourrait courir en sécurité. La vision de l'aire de Lucas naquit à cet instant. Non comme un rêve vague, mais comme un plan concret financé par l'héritage du vieux mécanicien. Elle marcha vers le parc où Lucas jouait avec un écrou géant, ignorant qu'il venait de devenir l'héritier d'un petit empire. Elle le souleva dans ses bras, respirant son odeur de bébé et de savon bon marché, et lui murmura à l'oreille avec une férocité qui effraierait quiconque l'entendrait. « Personne ne va te sortir d'ici. Mon amour, c'est à toi. Grand-père Jacinto nous l'a donné pour que nous n'ayons jamais à baisser la tête devant personne. » L'enfant rit et lui toucha le visage avec ses mains sales, lui tachant la joue de graisse. Une marque de baptême qui scellait son appartenance à ce lieu de travail et de résistance. Helena embrassa cette tache, la sentant plus précieuse que n'importe quel bijou de famille. Cet après-midi-là, avant que le soleil ne se couche, Helena chercha une échelle et un pot de peinture blanche qui restait d'une réparation quelconque. Elle monta avec précaution jusqu'au vieux panneau rouillé qui pendait au-dessus de l'entrée de l'atelier, celui qui disait simplement « mécanicien » en lettres à peine lisibles, avec de larges et décisifs coups de pinceau. Elle commença à recouvrir la rouille, effaçant le passé d'abandon et d'oubli. Elle n'écrivit pas encore le nouveau nom. Elle avait d'abord besoin de nettoyer la toile, tandis qu'elle peignait. Elle sentait le regard de Jacinto depuis le mesquite, une approbation silencieuse qui lui chauffait la poitrine. Elle n'était plus l'intruse, elle n'était plus la victime, elle était la patronne, et si sa famille voulait la guerre, comme Roberto l'avait promis, il trouverait maintenant une forteresse défendue par une femme qui avait beaucoup plus à perdre et, pour la première fois, tous les moyens de gagner. Le nouveau panneau ne monta pas du jour au lendemain.
et ne fut pas un caprice esthétique payé avec de l'argent facile. Ce fut une déclaration de guerre forgée dans le fer et la peinture rouge. Il fallut 3 mois à Helena pour le concevoir et le faire fabriquer par un forgeron du village voisin, exigeant des lettres grandes et lisibles qui puissent être vues à des kilomètres de distance, défiant la myopie du désert. Quand ils le suspendirent enfin au-dessus de l'entrée principale, les mots « Aïr de Lucas ». Mécanique et repas brillèrent sous le soleil, comme une médaille d'honneur. Il n'y avait aucune trace du nom de famille de son père, ni de la station-service anonyme de Jacinto. C'était une marque nouvelle, une identité construite à partir de zéro sur les fondations du rejet. Ce jour-là, Helena se tint sous l'arche d'entrée, les mains sur les hanches, sentant que pour la première fois, elle respirait un air qui était totalement le sien, sans demander la permission à l'histoire ni au sang. La transformation physique de l'endroit fut brutale et bruyante. Une symphonie de coups de marteau et de scie qui fit fuir les coyotes et attira les curieux. Avec le capital hérité, Helena n'acheta ni bijoux ni robes. Elle acheta du ciment, des poutres d'acier et des vitres en verre épais. Elle agrandit le petit atelier jusqu'à en faire un hangar industriel, capable d'accueillir 3 remorques simultanément, équipées de rampes hydrauliques et d'outils pneumatiques qui faisaient le travail lourd. À côté, là où il n'y avait auparavant que des broussailles sèches, elle éleva une salle à manger spacieuse, avec un haut plafond et des ventilateurs qui tournaient paresseusement, offrant aux voyageurs un oasis de fraîcheur et l'odeur du café fraîchement moulu. Elle n'engagea pas d'architecte de la ville. Elle dirigea les travaux elle-même, avec des plans dessinés sur des serviettes en papier et l'expérience pratique de celle qui sait exactement où frappe le soleil et par où entre le vent. Sa vie se divisa en 2 tours exténuants qui auraient débrisé une femme moins endurcie, mais qui l'ont fortifiée comme l'acier trempé par le feu. Le matin, en bleu de travail, elle dirigeait les 2 jeunes mécaniciens qu'elle avait embauchés, supervisant chaque réparation avec l'œil clinique que Jacinto lui avait entraîné, détectant les fuites d'huile et les bruits de moteur avec une précision qui laissait muets les camionneurs sceptiques. L'après-midi, elle échangeait la graisse contre le tablier et entrait dans la cuisine de la salle à manger, où ses ragoûts maison, simples mais abondants, devinrent une légende sur la route fédérale. Les chauffeurs disaient que la patronne avait des mains qui guérissaient les moteurs et un assaisonnement qui guérissait l'âme. Et cette dualité devint le pilier de sa réputation. Une femme qui pouvait calibrer une transmission et servir un rôti parfait sans perdre le rythme. Lucas grandit dans ce royaume d'asphalte et de cuisine, ignorant les stigmates de bâtard que son oncle avait tenté de lui marquer comme du bétail. Pour lui, le monde n'était pas une ferme de prohibitions et de silence, mais une aire de jeux immenses, remplie d'oncles adoptifs qui conduisaient des camions géants et lui apportaient des bonbons de villes lointaines. Il ne manqua pas de figure paternelle, car il en eut 100. Chaque chauffeur régulier devint un gardien, lui enseignant la géographie par leurs anecdotes et la mécanique avec leurs camions. Helena le voyait courir librement entre les tables de la salle à manger, saluant les clients avec une assurance qu'elle n'avait jamais eue à son âge, et sentait que chaque goutte de sueur investie valait la peine rien que pour voir cette liberté dans ses yeux. Elle ne l'élevait pas pour être un pion, ni un petit monsieur inutile. Elle l'élevait pour être un homme utile, maître de son propre sol. La route, cette artère vitale qui des années auparavant avait été sa menace, devint sa plus grande alliée commerciale. Avec l'expansion de l'autoroute vers le nord,
Le trafic de fret tripla et l'air de Lucca était stratégiquement positionné sur le seul tronçon plat avant la montée vers la Sierra. Les camions s'arrêtaient non seulement par nécessité, mais par préférence. Ils savaient que là, le diesel était propre, la nourriture chaude et la sécurité absolue. Elena installa des douches propres pour les chauffeurs et une salle de repos avec télévision, comprenant que la dignité est un service qui se paye bien. La caisse enregistreuse, qui au début tintait timidement, commença à se remplir d'un flux constant de liquidités qu'Elena réinvestissait de manière obsessionnelle, blindant son avenir contre toute crise. Tandis que son empire routier fleurissait, les nouvelles, de l'autre côté, de la vie qu'elle avait laissée derrière elle, lui parvenaient comme des échos déformés apportés par les fournisseurs locaux. Elle apprit que la sécheresse avait durement frappé la région d'élevage, asséchant les pâturages et tuant les bêtes amaigries par la soif. Elle apprit que Don Rogelio, son père, avait refusé de moderniser les systèmes d'irrigation par pure obstination, confiant en des pluies qui ne vinrent jamais, et que les dettes avaient commencé à dévorer les hectares de la ferme comme des termites invisibles. Elle entendit des rumeurs sur Roberto et ses vices, sur des paris perdus aux courses de chevaux et des affaires louches qui avaient mal tourné. Elena écoutait tout cela avec un visage de pierre, sans montrer ni joie, ni peine. Archivant l'information comme on garde les coupures d'un vieux journal qui ne nous concerne plus. Cependant, la justice poétique est lente et parfois cruelle, et Elena savait au plus profond de ses entrailles que le passé ne resterait pas tranquille pour toujours. 5 ans passèrent depuis la mort de Jacinto. Lucca avait déjà 6 ans et aidait à débarrasser les tables après l'école. L'air était une fourmilière d'activité, 24 heures sur 24, un phare de lumière et de bruit au milieu du désert nocturne. Elena était devenue une figure d'autorité dans la zone. Elle n'était plus la gamine, elle était Madame Elena, respectée par la police de la route, par les fournisseurs et par les gens du village voisin, qui la saluaient maintenant avec déférence, oubliant opportunément qu'ils l'avaient un jour regardée avec pitié. Le pouvoir et l'argent possèdent cette qualité magique d'effacer les taches sociales. Et Elena avait accumulé assez des deux pour blanchir son histoire aux yeux hypocrites du monde. Ce fut un après-midi d'août, suffocant et poussiéreux, quand le passé décida de lui rendre visite. Elena était dans le bureau en train de réviser des factures, profitant de la climatisation qui vrombissait doucement, quand elle vit à travers la vitre teintée qu'une camionnette pick-up entrait sur le parking. Ce n'était pas un véhicule de fret, ni la voiture d'un voyageur habituel. C'était une vieille camionnette, dépeinte par le soleil, avec la suspension affaissée et le garde-boue cabossé, chargée de meubles mal amarrés et de boîtes en carton à l'arrière. On aurait dit le véhicule d'une famille en déménagement forcé, de celles qui fuient la nuit pour ne pas payer le loyer, ou qui ont perdu leur maison et portent leur vie sur le dos en cherchant où tomber mort. Elena sentit un pincement à l'estomac, une intuition physique qui la fit se lever de sa chaise avant même de reconnaître les occupants. Elle sortit sur le porche, croisant les bras sur sa poitrine, et attendit. La camionnette s'arrêta loin des pompes, comme si elle avait honte de sa propre misère. Et le moteur s'éteignit avec une toux asthmatique et un nuage de fumée noire. La porte du conducteur s'ouvrit avec un grincement agonisant, et un homme descendit. Il ne portait pas de costume italien ni de chaussures vernies. Il portait un jean usé, une chemise trempée de sueur et de vieilles bottes de travail.
il avait perdu du poids. Ses cheveux tombaient, et il avait les épaules voûtées sous le poids de la défaite. Mais ses yeux arrogants, maintenant injectés de sang et de désespoir, restaient les mêmes. C'était Roberto. Du côté passager descendit une femme âgée, s'appuyant sur une canne, avec une robe froissée et le visage couvert de la poussière du chemin. Donia Mathilde semblait avoir vieilli de 20 ans en 5 ans. Elle n'était plus que l'ombre fragile de la femme élégante dont Elena se souvenait, et du siège arrière, à la surprise finale d'Elena, descendit Don Rogelio, le grand patriarche, l'homme qui lui avait fermé le portail de fer au nez. Maintenant, il avait besoin d'aide pour marcher, traînant les pieds et regardant le sol avec la honte de celui qui sait qu'il est arrivé au bout du chemin et n'a nulle part d'autre où aller. Où la famille complète était là, non pas comme maître de la terre, mais comme mendiants aux portes du château qu'ils avaient méprisé. Elena ne bougea pas. Elle resta plantée sur la marche la plus haute de l'entrée de la salle à manger, physiquement élevée au-dessus d'eux, projetant une ombre longue qui les atteignit avant même qu'ils ne puissent dire un mot. Elle ne ressentit pas la satisfaction vengeresse qu'elle avait imaginée tant de fois lors de ses nuits d'insomnie. Il n'y eut pas de rire maléfique, ni d'envie de leur crier « Je vous l'avais dit !» Ce qu'elle ressentit fut une froideur absolue, un calme clinique et distant. Elle regarda son frère, sa mère et son père, et ne vit pas les monstres qui l'avaient tourmentée. Elle vit 3 étrangers pathétiques, brisés par leur propre superbe, venant demander clémence à la seule personne qu'ils avaient tenté de détruire. Roberto leva les yeux. Il croisa les yeux d'acier de sa sœur, et pour la première fois de sa vie, il dut baisser la tête, humilié non par une arme, mais par l'évidence écrasante de son échec face au succès de celle-ci. L'air entre eux vibra d'une tension si dense qu'elle semblait pouvoir être coupée avec un couteau rouillé. Un silence chargé d'années de rancœur et de paroles non dites, qui pesait plus que la chaleur suffocante d'août. Elena ne descendit pas les marches pour les recevoir. Elle resta dans sa tour de contrôle de béton, regardant de haut les 3 figures qui furent autrefois son univers et qui n'étaient plus guère que des étrangers couverts de poussière et d'échecs. Don Rogelio, l'homme qui ne s'était jamais courbé devant personne, s'appuyait maintenant sur le capot brûlant de la camionnette, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout, le regard rivé sur ses propres vieilles bottes, incapable de soutenir le regard de la fille qu'il avait rejetée. Cette incapacité à la regarder dans les yeux fut la première victoire d'Elena, une victoire amère et silencieuse, qui ne lui apporta pas de joie, mais une triste confirmation que l'autorité de son père avait toujours été un château de cartes construit sur la peur et l'argent. Et maintenant qu'il n'avait plus ni l'un ni l'autre, il ne restait rien. Roberto fut celui qui brisa le silence, mais pas par une insulte, par un raclement de gorge sec et humiliant qui sonna comme une supplique étouffée. « Nous avons perdu la ferme, Elena, » dit-il d'une voix rauque, traînant les mots comme s'il lui en coûtait physiquement de les prononcer, confessant le péché capital de sa lignée. « La faillite, la banque a tout saisi ce matin, la maison, le bétail, les terres. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de sortir les beaux meubles. » Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, juste l'immense fatigue de celui qui a couru une course perdue d'avance depuis des mois. Elena écouta la confession sans bouger un muscle du visage, bien qu'intérieurement elle ressentit une secousse sismique. La grande maison, ce monument à la vanité où elle avait grandi en se sentant si petite, n'existait plus.
Le monde qui l'avait expulsé s'était effondré, et ses décombres étaient venus tomber juste à ses pieds. « Et qu'attendez-vous que je fasse » demanda Helena, sa voix sonnant calme et contrôlée, contrastant avec le chaos émotionnel qui radiait ses visiteurs. « Attendez-vous que je vous ouvre le portail que vous m'avez fermé, que je vous donne le lit que vous m'avez nié quand mon fils avait de la fièvre ?» Donia Mathilde lâcha un sanglot étouffé et se couvrit la bouche avec un mouchoir sale, le même geste de lâcheté qu'elle avait utilisé des années auparavant derrière le rideau. Mais, cette fois, Helena n'éprouva pas de pitié, seulement une fatigue ancienne. La mère leva les yeux rouges et suppliants, et pour la première fois elle parla. « Nous n'avons nulle part où aller, ma fille. Tu es tout ce qu'il nous reste. Ton frère a brûlé tous les ponts au village, et tes oncles nous ont tourné le dos quand ils ont su qu'il n'y avait plus d'argent. Pour l'amour de Dieu, ne nous laisse pas à la rue comme des chiens. » L'ironie de la phrase frappa Helena comme un coup de marteau dans la poitrine. Ils utilisaient les mêmes mots qu'elle avait pensé crier cette nuit de tempête, mais qu'elle avait ravalés pour ne pas perdre sa dignité. « Comme des chiens », répéta Helena à voix basse, savourant le venin de la mémoire. « C'est ainsi que vous m'avez traité. Et ce n'est pas Dieu qui m'a sauvé. Mère, c'est un mécanicien que vous auriez regardé avec dégoût. » Cependant, tandis qu'elle les regardait là, debout, en sueur et vaincue sous le soleil inclément, Helena se rendit compte que leur rendre le coup ne guérirait rien. Les laisser mourir de faim ou de soif serait devenir comme eux, perpétuer le cycle de cruauté que Jacinto avait brisé en lui ouvrant la porte. Elle n'était pas une Rogelio, elle était une Robles, héritière d'un homme qui aidait sans demander le nom de famille. « Ici, on ne donne rien » trancha-t-elle finalement, descendant une seule marche, marquant une distance prudente mais accessible. « C'est un commerce, pas une œuvre de bienfaisance. Si vous voulez manger, il y a une salle à manger. Si vous voulez dormir, il y a des chambres derrière. Mais ce n'est pas gratuit. Ici, tout se gagne par le travail. Peu importe qui vous êtes. » La déclaration fut un contrat de travail forcé, la dépouillant de tout privilège familial. Don Rogelio leva la tête pour la première fois, les yeux vitreux par l'âge et la défaite, et acquiesça légèrement, acceptant la nouvelle hiérarchie. Il n'était plus le patron, il était un demandeur, et sa fille était la maîtresse de la terre et du pain. Cet acquiescement muet fut la reddition finale, la signature de la paix dans une guerre qui avait duré trop longtemps. Helena se tourna et leur fit signe de la suivre à l'intérieur de la salle à manger, sans leur offrir d'embrassade ni de faux sourires. En entrant, l'air frais des ventilateurs et l'odeur du ragoût de viande au piment frappèrent la famille comme une gifle de réalité. Ils virent les tables propres, les camionneurs mangeant de bon appétit, le mouvement efficace des serveuses. Ils virent l'empire que la honte de la famille avait construit de ses propres mains tachées de graisse. Roberto regardait autour de lui avec un mélange d'envie et de stupeur, incapable de comprendre comment la sœur, qu'il considérait comme inutile, avait atteint une telle prospérité au milieu de nulle part, alors que lui, avec toute son éducation et ses avantages, avait tout perdu. Elle leur désigna une table dans le coin le plus éloigné, loin de la fenêtre principale, et ordonna à l'une des filles de leur servir le plat du jour. « Mangez, » leur dit-elle sèchement. « Ensuite, nous verrons ce que vous savez faire. » Tandis qu'ils attendaient la nourriture, Lucas entra en courant de la cuisine, poursuivant un ballon, riant aux éclats
avec cette énergie inépuisable de ses 6 ans. Il s'arrêta net en voyant les 3 étrangers à table, les observant avec une curiosité franche, mais sans aucune reconnaissance. Pour lui, ils n'étaient ni grands-parents, ni oncles, c'étaient juste des clients tristes. Don Rogelio resta pétrifié en regardant l'enfant, reconnaissant en lui ses propres traits, les yeux de sa mère, le menton de son père, mais avec une lumière de bonheur qui n'avait jamais existé dans sa maison. Le vieux tendit une main tremblante vers l'enfant, un geste instinctif de connexion. Mais Lucas, qui ne connaissait rien des liens du sang, mais beaucoup des instincts, recula d'un pas, cherchant sa mère du regard. Helena s'approcha et posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, marquant le territoire. « C'est Lucas, dit-elle, non pas comme une présentation, mais comme un avertissement. Le petit-fils que tu as rejeté. Ne t'attends pas à ce qu'il t'appelle grand-père, car ce titre, un autre homme l'a gagné, et il est enterré là-bas derrière. » Don Rogelio baissa la main et regarda de nouveau son assiette vide. Une larme solitaire roulant sur sa joue, sillonnée de rides. Comprenant qu'il y a des pertes qu'aucun repentir tardif ne peut racheter. Il avait perdu le droit à cette descendance le jour où il avait choisi l'orgueil plutôt que l'amour. Après avoir mangé, dévorant les aliments, avec l'avidité de celui qui n'a pas pris de repas chaud depuis des jours, Helena leur assigna leurs tâches. Il n'y eut aucune pitié dans la répartition. Roberto laverait la vaisselle en cuisine, un travail humble et répétitif qui briserait ce qui restait de son ego ou le reconstruirait à partir de zéro. Doña Mathilde aiderait à éplucher les légumes et à nettoyer les tables, des tâches que ses servantes faisaient pour elle autrefois, et à son père, trop vieux et faible pour le travail physique lourd. Elle donna un balai. « Garde l'entrée propre, Rogelio, » lui dit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois. « Qu'il n'y ait pas de saleté devant ma porte. » Ce fut une justice poétique brutale. L'homme qui l'avait balayé de sa vie devait maintenant balayer la poussière de son commerce. Cette nuit-là, Helena s'assit sur le porche, seule, écoutant le bruit lointain de la vaisselle s'entrechoquant dans la cuisine et voyant son père assis sur un banc de bois, le balai entre les jambes, regardant l'obscurité. Elle ne ressentait pas de haine. Elle ressentait une paix étrange et profonde. Elle avait gagné. Oui, mais pas parce qu'ils avaient perdu, mais parce qu'elle ne s'était pas perdue elle-même dans le processus. Elle les avait accueillis, leur avait donné un toit et un but. Mais selon ses propres règles, la famille biologique était là, travaillant pour elle, mais sa véritable famille, la mémoire de Jacinto et le sourire de Lucas restaient intacts et protégés au centre de son cœur. La route lui avait tout ramené, transformé et remis à sa place correcte. Le son de la porcelaine bon marché frappant l'eau savonneuse devint la bande sonore de la pénitence de Roberto. Ses mains qui autrefois ne savaient tenir que des rênes de cuir fin et des verres de cristal importés se ridaient maintenant sous l'eau chaude et la graisse des assiettes d'étrangers. Il n'y avait aucune gloire dans sa tâche. Seulement la répétition infinie de nettoyer ce que d'autres avaient sali. Une leçon d'humilité qui lui entrait par les pores chaque fois qu'une serveuse lui laissait une nouvelle pile de vaisselle sale, sans même dire s'il vous plaît. Roberto apprit à se taire, à ravaler les commentaires acerbes qui étaient autrefois sa marque de fabrique, car il savait qu'en dehors de cette cuisine ne l'attendaient que l'intempérie et la faim. Son arrogance se dilua avec le détergent.
laissant voir l'homme effrayé et médiocre qui avait toujours habité sous son costume de propriétaire terrien. À l'avant du commerce, la silhouette de Don Rogelio fit partie du paysage, presque invisible pour les camionneurs qui passaient pressés. L'ancien patriarche, qui avait l'habitude de parcourir ces terres comme un dieu mineur supervisant la création, balayait maintenant les mégots de cigarettes et les emballages plastiques avec une méticulosité obsessive. L'arthrite lui courbait les doigts sur le manche du balai, et le soleil du désert lui brûlait la peau déjà tachée par l'âge. Mais il ne s'arrêtait pas. Il y avait une dignité étrange dans sa décadence. En perdant le pouvoir, il avait trouvé une utilité de base. Parfois, un ancien client de la région le reconnaissait et chuchotait en le désignant avec discrétion. Mais Rogelio ne levait jamais les yeux du sol, acceptant son anonymat comme le seul refuge possible devant la honte publique d'avoir tout perdu par superbe. Doña Mathilde essaya, les premières semaines, de franchir la ligne invisible qu'Héléna avait tracée avec le feu et le silence. Elle essayait de donner des conseils sur l'éducation de Lucas, critiquait doucement les vêtements que portait l'enfant, ou suggérait des changements dans le menu, tentant de récupérer son rôle de matriarche sage. Mais chaque tentative se heurtait au mur de granit de l'indifférence de sa fille. « Ici, c'est moi qui prends les décisions. »« Mère, » lui répondait Héléna sans élever la voix, coupant toute tentative de manipulation émotionnelle avec la précision d'un chirurgien. Mathilde dut apprendre que son opinion n'avait plus de valeur dans ce royaume. Là, elle n'était pas la dame de la maison. Elle était une employée de plus qui épluchait des pommes de terre et nettoyait des tables. Et sa validation en tant que grand-mère ou mère n'était plus nécessaire pour que le monde d'Héléna continue de tourner. Lucas observait ces nouveaux personnages dans sa vie avec la curiosité franche des enfants, sans comprendre tout à fait la complexité des liens du sang qui les unissait. Pour lui, le monsieur triste qui balayait et la dame aux pommes de terre étaient juste des gens qui travaillaient pour sa maman, pas très différents des mécaniciens ou des cuisinières. Un jour, Héléna vit Lucas offrir à Rogelio un bonbon qu'un camionneur lui avait donné. Le vieux resta paralysé, le balai dans une main et le bonbon dans l'autre, et pendant une seconde, ses yeux se remplirent de larmes. Il n'y eut pas d'embrassade ni de scène de film. Rogelio rangea simplement le bonbon dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor interdit et continua de balayer, conscient que ce petit geste de bonté imméritée était le plus proche qu'il serait jamais de l'amour de son petit-fils. La première fois qu'Héléna leur paya leur salaire hebdomadaire fut le moment qui scella définitivement la nature de leur nouvelle relation. Elle les appela dans le bureau un par un, les traitant avec la même formalité bureaucratique qu'elle traitait ses fournisseurs. Elle leur remit les enveloppes avec l'argent liquide, les regardant dans les yeux sans ciller. Ce n'était pas de l'argent de poche, ni un cadeau familial. C'était le paiement pour service rendu. Roberto prit l'enveloppe d'une main tremblante, évitant son regard. Rogelio acquiesça légèrement, murmurant un « merci » qui sonna comme une rédemption brisée. Dans cet échange commercial, Héléna brisa le dernier maillon de dépendance émotionnelle qui l'attachait à eux. Elle n'était plus la fille qui attendait une approbation. Elle était la patronne qui exigeait des résultats. L'argent que sa famille avait tant utilisé pour la contrôler coulait maintenant dans la direction opposée, réécrivant les règles du jeu. Une nuit d'octobre, exactement 6 ans après son expulsion, une tempête éclata, identique à celle qui avait failli la tuer sur la route. La pluie frappait les vitres de la salle à manger avec furie, et le vent hurlait
cherchant des fissures par où entrer. Elena resta debout près de la fenêtre, regardant les phares des camions couper l'obscurité, se souvenant du froid, de la peur et du désespoir de cette marche avec Lucas dans les bras. Elle se tourna et vit sa famille assise à une table dans le coin, mangeant en silence, au sec et en sécurité sous le toit qu'elle leur fournissait. L'ironie était parfaite et dévastatrice. L'erreur qu'ils avaient expulsée était maintenant leur seul refuge contre la tempête. Elle ne ressentit pas de triomphe, seulement une paix immense. Le cycle s'était refermé, non par la vengeance, mais par la démonstration absolue de sa capacité à survivre et à prospérer. Elle visita la tombe de Jacinto le lendemain matin, sous un ciel propre et lavé par la pluie. Elle s'assit sur la terre humide, devant la croix de tubes d'échappement, qui était maintenant entourée de fleurs sauvages qu'elle avait elle-même plantées. « Ils sont déjà là, vieux », lui murmura-t-elle au vent, comme si elle donnait le rapport des nouveautés au véritable propriétaire de tout cela. « Je ne les ai pas jetés, je leur ai donné du travail. Je crois que cela t'aurait plu davantage que de les voir mourir de faim. » Elle sentit que l'esprit de Jacinto était là, dans l'odeur de graisse et de terre mouillée, dans le bruit des clés pneumatiques de l'atelier, dans le rire de Lucas qui jouait à proximité. Il avait été son véritable père, celui qui l'avait formé, et son héritage n'était pas l'argent, mais la force qui lui permettait maintenant d'être généreuse, depuis une position de pouvoir et non de faiblesse. Avec le temps, l'histoire de la patronne de l'air devint une légende sur la route fédérale. Les camionneurs racontaient, entre un café et une cigarette, comment cette femme était arrivée sans rien et avait construit un empire, et comment elle avait eu la grandeur d'esprit de recueillir la famille qui l'avait jetée aux ordures. Ce récit donna à Elena un respect presque mythique. Personne n'osait élever la voix dans son établissement, et sa parole faisait loi à des kilomètres à la ronde. Elle acceptait ce respect avec naturel, sans laisser la vanité lui monter à la tête, sachant que la renommée est de la fumée, mais que le travail est réel. Sa véritable victoire n'était pas ce qu'on disait d'elle, mais la certitude que Lucas grandirait en voyant une mère qui ne s'était jamais pliée, qui avait transformé la douleur en fondation et l'abandon en un château. La vie suivit son cours implacable. Rogelio mourut 2 ans plus tard, balayant le porche jusqu'au dernier jour, et Elena lui paya un enterrement digne, l'enterrant loin de Jacinto, dans le cimetière du village, car même dans la mort, les loyautés ne devaient pas se mélanger. Roberto et Mathilde continuèrent à travailler, vieillissant entre les tables et la cuisine, devenus des ombres silencieuses, gravitant autour du soleil qu'était Elena. Il n'y eut jamais de pardon explicite, ni de grandes conversations de réconciliation, car il y a des blessures qui cicatrisent, mais ne disparaissent pas. La cohabitation fut paisible, mais distante, un rappel quotidien que le sang fait de vous des parents, mais que la loyauté fait de vous une famille. Elle ne chercha plus jamais l'amour romantique. Elle avait l'amour de son fils, le respect de ses hommes et la paix de sa conscience. Et cela lui suffisait. À la fin d'une longue journée, Elena éteignit les lumières du panneau principal, ne laissant que l'éclairage de sécurité. Elle resta un moment sur le seuil, écoutant le vrombissement constant de la route, ce serpent d'asphalte qui apportait et emportait des vies, des histoires et des destins. Elle regarda ses mains, encore marquées par le travail acharné, et sourit. Elle avait traversé l'enfer, et elle en était sortie de l'autre côté maîtresse de la chaudière. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était une fin de vie réelle, âpre,
imparfaite, mais profondément sienne. La femme, qui fut expulsée comme un animal galeux, était maintenant la gardienne de la route. Et dans ce silence nocturne, elle sut qu'elle avait accompli son destin. Parfois le destin nous enlève tout seulement pour nous obliger à construire quelque chose de mieux, quelque chose que personne ne pourra plus jamais nous enlever. Et vous? Avez-vous vu une telle injustice là où vous vivez? Dites-le nous dans les commentaires.